Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la France, ravi d'être avec vous pour votre émission du week-end Parlons Immo. On est en direct, on est ravi d'être avec vous. Voilà, il fait un peu meilleur en France, on est ravis, c'est les vacances pour ceux qui partent en juillet notamment. En tout cas, on a toute l'équipe prête justement à répondre à vos questions autour de l'équipe de Sud Radio, Radio Immo, bien évidemment pour parler de l'immobilier, de votre logement. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour Sylvain. Bonjour Grégoire Darico. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Et nous aurons également à distance notre super expert Laurent Permas pour parler éco-rénovation. Longtemps on a pensé que nos logements étaient protégés du froid et c'est vrai qu'on y a cru pendant très longtemps, mais aujourd'hui il n'a échappé à personne qu'avec les vagues de chaleur à répétition, la vraie question elle est peut-être devenue comment se protéger également du chaud. Est-ce qu'on n'a pas peut-être trop surisolé au détriment peut-être de la ventilation? En tout cas il fallait en parler justement et c'est vraiment le moment en ce moment avec un professionnel du secteur. Ça tombe bien, on a la chance d'avoir Pierre-Marie Perrin avec nous. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Merci d'être avec nous Pierre-Marie Perrin. Vous êtes directeur des affaires publiques d'Elio. Je suis ravi que vous soyez avec nous. On va parler justement de rénovation énergétique et de comment on peut mieux vivre parce que la santé dans l'habitat c'est quand même la règle numéro 1. On écoutera comme chaque samedi nos éditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS au 7 20 18 en envoyant IMO. Avec vous Bérénice, on va parler de quoi? Eh bien on va parler des piscines. Quelles sont les piscines qui sont taxées, celles qu'on doit déclarer, et quelles sont celles qui ne le sont pas? On va refaire un petit topo de tout. Alors c'est sûr qu'on est dans le contemporain là pour les piscines pour le coup. On discutera également de rénovation énergétique avec vous Grégoire. On va parler de quoi aujourd'hui? Oui, avec Laurent Permas, on va vous faire un petit récap des chroniques de l'année avec les règles d'or de la réno. Et puis côté maison saine, on va parler de la qualité de l'air dans votre chambre. Et enfin, je vous proposerai un petit tour de France des biens coup de cœur. On ira à la Seine-sur-Mer et à Moulins-sur-Tardoire. Pas mal, ouais, pas mal du tout. Non, et sans plus attendre, on va parler des informations de la semaine à retenir. Bérénice, quelles sont les infos qu'on doit retenir justement? On va en parler dans un instant. Sud Radio Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Au menu, Bérénice. Alors au menu, devenir propriétaire devient un luxe et je vous explique pourquoi. Ensuite, petite surprise dans l'immobilier de prestige, ça y est. Paris a perdu sa couronne et je vous dis qui rafle la mise. Et enfin, un bon plan pour partir en vacances sans payer son hébergement. Alors, on va commencer par une alerte qui va faire parler beaucoup de Français. Il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire. Et oui, et l'alerte vient de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, autrement dit le principal syndicat des professionnels du secteur. Et quand eux tirent la sonnette d'alarme, eh bien, on tend l'oreille. Et le mot qu'a employé son président, Loïc Quentin, il est fort, il parle d'une paupérisation de l'accession à la propriétaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devenir propriétaire aujourd'hui est de plus en plus réservé aux foyers aisés. Un chiffre choc, avec moins de 50 000 euros de revenus par an pour un ménage, acheter sa résidence principale est devenu quasi impossible selon la FNIM. Et fait rare qui en dit long, en 10 ans, la part de propriétaires en France est passée de 57,8% à 57%. Donc vous voyez, ça descend. Pourquoi ce blocage? C'est l'effet ciseau. Les prix, eux, ne baissent quasiment pas pendant que les taux de crédit repartent à la hausse. Les salaires n'augmentent pas assez, on le sait. Résultat, le pouvoir d'achat immobilier se réduit. La fédération table désormais sur 900 000 à 920 000 ventes pour cette année 2026, soit un recul pouvant aller jusqu'à 5% par rapport à 2025. Loïc Quentin, donc le président de la FNIM, résume très bien cette situation. Un marché en convalescence au bord de la rechute. Alors on va changer justement complètement de registre avec le très haut de gamme. Alors là pour le coup c'est un petit séisme. Paris, contre toute attente, n'est plus en tête. Et oui, petite surprise en effet. Selon une étude du site spécialisé Belle Demeure, Paris n'est plus le premier marché de l'immobilier de luxe en France. La capitale, qui était numéro 1 il y a 10 ans, glisse à la 3e place du podium. Devant elle, désormais, la Côte d'Azur et la Côte Atlantique, qui pèsent chacune environ 15% de la valeur des transactions de prestige, contre 14 pour Paris. Alors pourquoi ce basculement? Parce que les lieux de villégiature explosent. Ce sont des villes où les plus fortunés allaient en vacances. On pense évidemment à Cannes,
Vannes, à Mougins, à Biarritz, qui sont devenus des endroits où l'on vit désormais toute l'année. Ce qu'on recherche, selon les professionnels, c'est l'espace, la nature, la sécurité, la propreté, les bonnes écoles. Une tendance accélérée depuis le Covid, et ce sont justement ces territoires longtemps plus abordables qui flambent. Sur 10 ans, d'après l'étude toujours, les prix des biens de prestige ont bondi de quasiment 50% en Normandie, comme en province. Donc on voit vraiment ce basculement, mais que les amoureux de la capitale se rassurent. Paris reste toujours Paris, évidemment, incontournable pour la clientèle internationale. Et puis il y a toujours Émilie Paris. Bien. C'est vrai. Les vacances d'été commencent tout juste, justement. Vous avez une solution ingénieuse, maligne, pour tous ceux qui ont un tout petit budget. Et oui, parce que je pense à vous, ceux qui hésitent à partir. Le plus gros poste de dépense, c'est souvent le logement. Eh bien, il existe une solution pour ne payer ni loyer ni nuitée, l'échange de maison. Le plus simple, c'est de passer par une plateforme spécialisée. Il y a 2 grandes formules. Alors la première, l'échange réciproque. Souvent, ça veut dire on part aux mêmes dates. Vous partez par exemple du 1er au 15 juillet, eh bien vous trouvez une famille qui part pile sur ces dates et vous échangez vos maisons. C'est tout le principe d'ailleurs du film avec Cameron Diaz et Kate Winslet, The Holiday, qui échangent leur maison. La seconde formule, elle est plus souple. Vous prêtez votre logement sans aller chez personne, vous récoltez des points que vous dépenserez plus tard où vous voulez. Et bonne nouvelle, ça marche même avec une résidence secondaire. Alors côté budget, c'est imbattable. Certaines plateformes sont gratuites, d'autres demandent un abonnement entre 130 et 175 € par an, et c'est tout. Pas de loyer, pas de commission, pas de frais de nuitée. Au pire, il peut y avoir des frais de ménage ou une petite taxe de séjour, mais ça, vous le savez bien avant, vous vous mettez d'accord. Résultat, une famille de 4 économise en moyenne 2 000 € par an selon ces plateformes. Alors après, évidemment, avant de confier ses clés à un inconnu, il y a quelques bons réflexes. Regardez les profils, les avis. C'est pour ça que je vous dis de passer par ces plateformes, parce que vous avez des avis vérifiés. Échangez avec les personnes qui viennent chez vous, au téléphone, en visio. Appelez, surtout, prévenez votre assureur en lui donnant les dates, l'identité des occupants qui viennent chez vous. Vérifiez que l'autre famille dispose bien d'une responsabilité civile. Et si vous êtes locataire, vous pouvez le faire, mais attention, il faut bien prévenir votre propriétaire. Et surtout, écrivez tout noir sur blanc, tout, qui fait le ménage, s'il y a un chat, si la famille a le droit d'utiliser vos vélos, etc. Ça évite les malentendus et les conflits. Et puis, évidemment, mettez de côté, cachez, on va dire, les bijoux, les papiers, les objets de valeur. Ça, c'est du bon sens. Bien sûr. Merci, Bérénice. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Grégoire Darico, et nous avons Laurent Permas en ligne. Et oui, mon cher Laurent Permas, c'est notre dernière chronique avant la pause estivale. Alors cette année, nous avons parlé d'aide, de passoires thermiques, de pompes à chaleur, de confort d'été, de fraude et de diagnostic de performance énergétique. Si vous deviez retenir quelques grandes leçons de cette saison, lesquelles seraient-elles ? Oui, bonjour Grégoire. Je crois qu'il y en a 5 en fait qui résument assez bien tout ce que nous avons partagé avec nos auditeurs en fait. Ouais, première leçon Laurent, c'est assez festif derrière vous. Il est déjà en vacances. C'est Macumba. On sent que Laurent est devenu géo. Il est sur le dance floor, notre Laurent Permas. Laurent, première leçon peut-être, la rénovation énergétique, ce n'est plus seulement faire des économies. Et non, mais je me suis mis un peu à l'abri de la chaleur. Pendant longtemps, on parlait surtout de facture de chauffage en fait. Aujourd'hui, on parle aussi de confort. C'est un logement bien rénové, c'est un logement où l'on a moins froid en hiver, mais aussi moins chaud en été. Et justement, c'est un logement surtout agréable à vivre, plus sain, avec moins d'humidité et une meilleure qualité de l'air et une température plus stable. Bref, des économies sont importantes bien sûr, mais elles sont souvent la conséquence d'un logement plus confortable. Deuxième leçon, mon cher Laurent, les aides sont utiles, mais elles ne doivent pas être le point de départ. Non, puisque cette année, on a beaucoup parlé de MaPrimeRénov', des certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, les aides locales, de la TVA réduite, la 5,5 ou encore de l'économie après l'éco-prêt à taux zéro, je vais y arriver, mais au fond, une rénovation ne se décide pas parce qu'il y a une aide, elle se décide parce qu'un logement en a besoin. Et puis les aides sont là pour accompagner justement un projet, pas pour le créer avec des aides. Troisième leçon, Laurent, il n'existe pas de solution miracle. Non, on a évoqué les pompes à chaleur, les thermostats, les fenêtres, l'isolation et la ventilation. Et s'il y a bien une chose que cette saison nous a apprise, c'est qu'il n'existe pas un équipement qui règle tous les problèmes. La bonne rénovation, c'est celle qui est adaptée justement au logement. Et puis on ne choisit pas une solution parce qu'elle est à la mode. Même si on entend une belle musique, c'est parce qu'elle répond aux besoins de sa maison et de son appartement. La quatrième leçon, il faut désormais penser aussi à l'été.
Et ça, c'est la grande nouveauté. Voilà, on sait qu'il y a notamment plus émergé ces derniers mois. Les épisodes de chaleur deviennent plus fréquents, plus longs, plus intenses. Et puis, on a parlé d'isolation contre la chaleur, de ventilation, de végétation, de climatisation. Mais la rénovation énergétique ne consiste plus seulement à garder la chaleur en hiver, et doit aussi permettre de conserver cette fraîcheur en été qui est juste indispensable. Le confort d'été, en fait, c'est aujourd'hui un sujet de santé publique. 5e leçon, Laurent, on ne rénove plus tout seul. Non, on a découvert enfin que la rénovation énergétique est devenue un projet collectif en fait. On a parlé des artisans RGE, les garants de l'environnement, de France Rénov, de l'ANA, des collectivités locales, des maires, des accompagnateurs, des mares. Rénover son logement, c'est plus simplement appeler une entreprise, c'est construire un projet, se faire accompagner. On pense notamment aux espaces France Conseil et puis comparer les solutions et prendre du temps pour faire son choix. Merci beaucoup Laurent Permas. Merci également à vous auditeurs pour votre fidélité, vos questions et vos réactions. On espère vous avoir aidé pour mieux comprendre la rénovation énergétique. Et Laurent, attention au cocktail. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. On revient dans quelques instants, les amis. On fait une petite pause et on répondra à vos questions, et notamment les questions que vous nous posez par SMS au 72018 avec vous, Bérénice de Villefloriot. On recevra également notre grand invité. On parlera bien sûr de rénovation énergétique. C'est Pierre-Marie Perrin qui est sur le plateau. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Chers amis, pour tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus. Voilà, surtout hydratez-vous bien, profitez. Les vacances sont là. On pense un petit peu aussi à son avenir, à être bien avec ses proches. Notamment, vous êtes sur Sud Radio, dans votre émission préférée du week-end. Parlons IMO, on parle de votre logement et de votre immobilier. Mais on répond également à vos questions et on va répondre à vos questions tout de suite. Ça vous concerne. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, chers amis, ça vous concerne et ça vous concerne toutes les semaines. Vous nous posez vos questions par SMS au 7 20 18 en tapant IMO, I2MO, et on répond à vos questions. Ils sont parfois notaires, avocats ou experts immobiliers. Pour le coup, nous avons une avocate, c'est Manon Belin, qui est avec nous. Bérénice, on parle d'eux. Alors, on a reçu plusieurs messages justement au 7 20 18. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions précédées de IMO, I2MO. Et là, on a Thierry qui nous demande. Alors, Thierry vient de devenir grand-père et il aimerait faire installer justement une piscine dans sa maison, dans son jardin, parce que voilà, il pense à la suite. Et il nous demande quelles sont les piscines qui sont taxées et s'il y a des erreurs. Parce qu'apparemment, il a entendu dans son entourage qu'il y a eu des erreurs, que le FIX a taxé certaines piscines qui n'auraient pas dû être taxées. Et voilà, il nous a demandé si on pouvait enquêter. Alors justement, Manon Belin, avocate fiscaliste, cofondatrice de Orca.tax. Bonjour maître. Déjà, première chose, est-ce qu'on peut faire une petite piqûre de rappel, rappeler les piscines donc, qui sont taxées, elles sont imposées en fait, c'est ça, on les déclare, et celles qu'on n'a pas besoin de déclarer. Oui, alors tout à fait. Donc ce principe est posé, comme beaucoup de règles, par le Code général des impôts. Donc la règle fait que la construction doit être fixée au sol à perpétuelle demeure. Donc ça veut dire qu'une piscine hors sol qui est réellement démontable reste hors champ. Mais D'accord. Dès lors qu'il existe un support ou que la piscine est accrochée au sol, soit en elle-même, soit par le réseau d'eau, elle va être taxable. D'accord, donc dans ces cas-là, il faut la déclarer, c'est ça? Au moment de sa déclaration d'impôt. Tout à fait. Mais si vous ne la déclarez pas, l'État risque de s'en rendre compte. Alors comment justement? Parce que moi j'avais entendu qu'il y avait des drones qui survolaient, c'est ça? Alors, c'est des prises de vue aériennes, en tout cas, par satellite ou par drone. Donc, ce dispositif, depuis 2022, qui a été créé en 2022, s'appelle le dispositif foncier innovant. Ouais. Donc, il croise les prises de vue aériennes et l'intelligence artificielle pour repérer les bassins qui auraient manqué à la déclaration. D'accord. Et alors, Thierry nous dit qu'il y aurait des erreurs. Il a entendu dans son village qu'il y avait eu des erreurs. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Alors, on a une note d'ailleurs par une organisation syndicale de la DGFiP elle-même qui a révélé que les taux de validation étaient plus faibles. Ça veut dire qu'une partie des biens qui sont repérés ne sont pas fiscalisables, mais dans le doute, on les taxe. Donc ça veut dire que... sera au contribuable de
de contester. Mais ça veut dire qu'on ne le voit pas quand on reçoit notre fiche d'imposition, on ne voit pas qu'on est imposé, on paye pour rien en fait. Le problème, c'est qu'on va toujours se rendre compte si on payait 1 000 € l'année dernière et qu'on paye 1 200 € cette année, on voit que ça a augmenté, mais on ne refait pas le calcul, souvent parce qu'on ne sait pas le refaire. Donc est-ce que c'est parce que c'est l'augmentation des taux? Est-ce que c'est la revalorisation nationale ou l'ajout d'une dépendance? Ça, souvent, le contribuable ne s'en rend pas compte. D'accord. Et alors, comment on peut faire pour savoir ? Il faut aller demander en fait les informations, donc les biens qui sont taxables à l'administration fiscale directement. Ça s'appelle une fiche d'évaluation. Et donc, vous aurez le descriptif de tous les biens qui sont taxés à telle adresse. Et après, on peut faire la réclamation, j'imagine. Tout à fait. Bon, c'est assez technique. C'est ce qu'on propose avec Orca.tax d'ailleurs, c'est d'aider à cette tâche difficile, mais tout à fait, chaque personne peut demander librement cette fiche. L'administration fiscale est obligée de vous l'envoyer dans le mois qui suit votre demande. Et alors, maître, dernière question, ça prend combien de temps? Parce que les impôts, ils demandent, on a des dates limites pour payer. En revanche, ça prend du temps pour rembourser. Bien sûr. En général, vous avez peu de temps pour répondre, mais eux, ils en ont beaucoup plus. Donc, on a ils ont 1 mois pour envoyer la fiche d'évaluation. Et ensuite, si vous faites une réclamation, ils ont 6 mois pour vous répondre. Et s'ils ne répondent pas, votre dernier recours, c'est de saisir le tribunal administratif. Donc ça peut durer très longtemps. Eh bien, merci beaucoup, maître Belin, Manon Belin, avocate fiscaliste et cofondatrice d'Orca.tax. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. De retour sur le plateau de Radio Imo, justement, on va recevoir bientôt notre invité et on s'interrogera également sur les problématiques de maisons saines, air intérieur, qualité de l'air intérieur, mais également on vous proposera le Tour de France des biens coups de cœur de la rédaction. C'est l'heure de recevoir notre grand invité qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Pierre-Marie Perrin. Bonjour Sylvain Valency. Merci, oui, on va dire Pierre-Marie, voilà, comme ça va éviter, voilà, comme chacun le sait, on se connaît bien avec Pierre-Marie. Alors Pierre-Marie, depuis la fin du printemps, une grande partie de la France a connu des températures exceptionnelles, presque historiques, depuis les premières mesures à la fin du siècle dernier. Quand je dis siècle dernier, je disais début 20e siècle, plutôt. Est-ce que nos logements sont réellement préparés à ces nouvelles conditions climatiques? Et très franchement, on a l'impression qu'en France, c'est vraiment pas le cas. Malheureusement, pas suffisamment. Effectivement, une grande partie du parc immobilier a été pensée pour justement réagir au froid, aux vagues de froid. En revanche, on ne s'adapte pas aux vagues de chaleur et on le remarque difficilement en ce moment avec ces vagues de chaleur avec des températures qui augmentent jusqu'à 40-42 degrés. Et donc, on est au pied du mur. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a des solutions. Alors justement, c'est incroyable, mais la France a battu des records de chaleur à tel point qu'elle s'est placée même devant les pays du Moyen-Orient et parfois même des pays comme le Pakistan ou le Bangladesh par exemple, qui est juste incroyable. Alors depuis justement des années, la rénovation énergétique, Pierre-Marie, a été associée souvent au chauffage, c'est vrai, et aux économies d'énergie. Ainsi que la transition énergétique, bien évidemment. Mais l'axe économie était très important, donc le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir que finalement, le confort d'été ou la qualité du logement, quel que soit le climat, devient tout aussi important, et en particulier l'été ? Clairement, et on se rend compte que les vagues de chaleur peuvent durer du mois de mai, de la fin du mois de mai, au début, voire à la fin du mois de septembre. Donc c'est 3 mois, quasiment autant que l'hiver. Donc il faut s'adapter, il faut mettre des solutions en place, il faut repenser, que ce soit l'espace public, mais également sa maison, son appartement. Ça implique d'ailleurs parfois peut-être même de revisiter l'urbanisme tel qu'on l'a conçu, avec un climat sur lequel il faut s'adapter. Pourquoi justement certains logements restent supportables malgré la chaleur, alors que d'autres deviennent vraiment invivables? Mais il y a plusieurs choses, il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est la construction. Des logements qui sont construits, des maisons qui sont construites en pierre, qui sont bien isolées depuis le départ, ont cette chance de pouvoir maintenir une température tout à fait acceptable. En revanche, on le voit notamment dans les centres urbains, où il y a peu de végétalisation. On voit que des appartements qui sont situés sous les combles, par exemple, ont des températures avec des degrés qui augmentent de 3, 4, 5 degrés par rapport à des maisons qui sont bien isolées. Donc en fait, on doit, comme je le disais tout à l'heure, repenser le bâti individuel et mettre en place tout un écosystème pour rafraîchir les logements et puis surtout éviter que la chaleur ne rentre dans les bâtiments. Et c'est la première des choses à réfléchir. Bien sûr. Quels sont aujourd'hui les principaux facteurs qui aggravent la surchauffe justement dans les logements ? Alors, on a construit énormément d'appartements ou d'immeubles avec des immenses baies vitrées, mais sans penser aux volets,
sans penser aux brises-vues. Et ça, c'est le phénomène le plus important qui réchauffe les logements. Le deuxième, c'est la ventilation. Vous avez beaucoup de logements qui sont mal ventilés, c'est-à-dire que l'air s'accumule et l'air chaud s'accumule dans les maisons ou dans les appartements et qu'il n'est pas expulsé à l'extérieur, notamment la nuit. Donc on doit repenser tout ça, on doit s'adapter et mettre en place des solutions très concrètes qu'on évoquera tout à l'heure. Bien sûr. Alors justement, est-ce que les appartements sont plus exposés que les maisons individuelles ? Oui. Et notamment dans les centres urbains, un logement qui est entre plusieurs étages ou sous les combles aura une chaleur bien plus importante en été qu'une maison individuelle, même si il se peut qu'une maison individuelle qui est mal isolée ou qui n'a pas de système de refroidissement soit aussi contrainte d'avoir des chaleurs très fortes l'été. Alors justement, est-ce que certaines catégories de population sont par exemple particulièrement exposées? Je pense aux personnes âgées, les jeunes par exemple. Exactement, les deux personnes, ou en tout cas les deux catégories de population qui sont le plus touchées, ce sont les personnes âgées, les enfants qui vivent seuls, et puis le public jeune, les jeunes enfants, notamment dans les écoles, et on en parlera tout à l'heure, qui eux sont susceptibles de faire des malaises, et on doit s'atteler notamment à prendre soin de nos aînés et prendre soin de nos enfants dans ces situations catastrophiques de grande chaleur. Et ceux notamment, par exemple, ceux qui bossent chez eux sont aussi concernés. Les télétravailleurs sont bien évidemment concernés. C'est pour ça que la vigilance que le gouvernement appelle de bien s'hydrater, de sortir, de s'hydrater est très importante. Et le télétravail n'est pas forcément un gage de bien-être quand il fait très chaud. Et d'ailleurs, on le voit dans les entreprises, beaucoup de gens viennent au bureau justement parce qu'il y a des systèmes de climatisation et de ventilation. Je suppose que dans les grandes agglomérations, c'est plus grave parce que plus minéral, moins d'espace vert, où on respire un peu moins. Je pense que les grandes agglos sont les plus concernées. Complètement, les grands centres urbains, c'est un fléau. Il y a peu de végétalisation, les immeubles ne sont pas forcément prêts et robustes pour s'adapter. On a mal pensé l'adaptation au changement climatique dans les centres urbains et les pouvoirs publics doivent s'atteler à cette problématique-là. C'est très clair. Vous restez avec nous, Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Elio. Justement, la chaleur devient un véritable enjeu pour le logement. Dans un instant, après la pause, on verra justement quelles sont les solutions, et vous en avez exit pour adapter nos bâtiments. Vous êtes dans Parlons Immo sur Sud Radio, à tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Vous êtes de retour sur le plateau de Sud Radio pour votre émission du week-end Parlons Immo. On parle de votre immobilier, de votre logement, un peu partout en France, bien évidemment, et vous nous écrivez et on vous répondra à vos questions avec nos experts. On est de retour avec notre grand invité. Il est avec nous sur le plateau, Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio. On va justement évoquer les solutions pour améliorer la qualité du logement, la qualité de vie dans le logement. Et on s'interrogera également dans la même mouture avec vous, Grégoire, sur Maison Seine. On parle de quoi ? On va parler de la qualité de l'air dans notre chambre à coucher. Un vrai sujet. Bah oui. Un vrai exactement. sujet. Voilà, et on est de retour justement avec vous, Pierre-Marie, directeur des affaires publiques pour Elio. Quand on parle justement d'adaptation, on en parlait tout à l'heure, à la chaleur, quel est le premier levier, comme ça, très basique, très concret d'action ? Le premier, c'est l'isolation des logements. Le deuxième, c'est parer le soleil qui va rentrer dans votre maison ou dans votre appartement. Et donc pour cela, on a plusieurs solutions. Soit des volets, bien évidemment, mécaniques ou roulants. Des stores. Des stores, effectivement. Mais également, il existe des brises soleil orientables, donc qui permettent justement de laisser passer la lumière quand on en a besoin, mais de parer la chaleur et que le soleil ne rentre pas dans votre logement. De quelle couleur il faudrait qu'il soit ? Parce qu'on nous dit souvent qu'il faudrait que ce soit blanc plutôt que des couleurs foncées pour réfléchir la chaleur. Le blanc, c'est le mieux, comme vous le dites, pour réfléchir la chaleur. C'est la même chose pour les toits des immeubles. On préconise de mettre de la peinture blanche pour éviter que le soleil tape trop fort sur les logements. Alors on va faire un peu de politique quand même, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui grince un peu, bien que apparemment tout le monde commence à s'accorder que la climatisation peut devenir aussi un levier. Ils pensent, les Français, aujourd'hui à la climatisation. Vous avez vu sur les différentes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est carrément la ruée dans les magasins, c'est incroyable. Il y a carrément des magasins qui se sont équipés de vigiles pour gérer le flux. Bon, la question un peu bête, mais la clim, c'est la meilleure solution ou pas ? En tout cas, c'est une solution, et c'est une solution, on en parlait tout à l'heure, pour les publics fragiles, pour les personnes vulnérables, pour nos seniors qui sont dans les EHPAD, pour nos écoliers qui travaillent toute la journée à 35 dans les écoles, les hôpitaux. C'est horrible. Donc on est obligé, dans l'espace public et dans certaines conditions, de mettre de la climatisation. Et ça, je pense que tout le monde doit être d'accord, tout le monde doit se rassembler autour de cette idée. Après, la première des choses, et la meilleure climatisation qu'elle soit, c'est l'isolation.
le fait de bien concevoir les logements, et ça, c'est pas inéluctable. On peut y arriver, on a des solutions pour, donc il faut s'atteler, que ce soit pour le logement neuf, mais également pour la rénovation énergétique des logements. Alors, l'isolation peut-elle également, parce que l'idée c'est pas de de revenir sur les mécanismes de l'isolation, il fallait isoler, on a peut-être un peu trop surisolé, mais l'isolation peut aussi protéger de la chaleur. Elle est très importante. Elle permet de maintenir la température en hiver et elle permet d'absorber la chaleur et de ne pas la rejeter dans le logement en été. Donc une bonne isolation est nécessaire et d'ailleurs c'est le premier vecteur qui est important pour pouvoir avoir un meilleur confort dans son logement avec la ventilation. Alors justement, c'est quoi les travaux les plus efficaces pour améliorer le confort d'été dans le logement, par exemple ? Très simple, on parlait tout à l'heure des volets roulants, des stores, première chose. Des brasseurs d'air éventuellement. Brasseurs d'air, ventilateurs mécaniques, consomment beaucoup moins et qui sont très efficaces et qui permettent d'avoir une sensation de température qui baisse de 2 à 4 degrés dans un logement. C'est énorme. Et ça consomme moins, ça ne rejette pas de carbone dans l'air. Donc les émissions sont très faibles et donc ça c'est très judicieux. C'est accessible financièrement tout ça. C'est accessible pour les ménages. C'est accessible plus qu'une climatisation en tout cas. Bien évidemment. Alors justement les écoles, les crèches, les hôpitaux, les EHPAD sont concernés. Juste une question comme ça. Est-ce que vous avez l'impression, vous, peut-être politiquement, que tout le monde a pris suffisamment en compte la prise de conscience de cette question? Je rappelle quand même qu'il y a 23 ans, en 2003, on a eu une période de canicule qui a tué plus de 15 000 personnes. Est-ce qu'on en a réellement tiré les leçons et est-ce que vous pensez que ça vient dans le bon sens? Il y a une injonction contradictoire. La prise de conscience, on l'a. En revanche, les crédits qui sont alloués pour justement aider cette politique publique, ils ne sont pas forcément là. Et on le voit avec la baisse notamment du fonds vert qui permet aux collectivités territoriales d'être accompagnées financièrement pour financer ce type de travaux. En revanche, on le voit, maintenant, on n'a pas le choix. Nos enfants doivent être protégés dans les écoles. Et si on veut qu'une vie normale se passe, on ne peut pas tolérer des chaleurs très importantes pendant 3 mois dans l'année, ni des températures froides dans les écoles pendant les périodes d'hiver. Alors, vous allez nous donner un conseil pour cette dernière question, Pierre-Marie. Si un auditeur, justement, qui nous écoute, et il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, veut préparer son logement aux prochaines vagues de chaleur, qu'est-ce que vous le conseillez de faire tout de suite? La première chose que je lui conseille, c'est l'urgence. Les volets, les stores, bien aérer son logement, même s'il fait chaud, il faut au moins arriver à aérer 5 ou 10 minutes. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir 5 ou 10 minutes dans la journée, c'est très important. Pour la qualité de l'air. Si on se projette un petit peu plus dans le temps long, il faut réaliser un audit de son patrimoine, un audit de sa maison, de son appartement, pour savoir quels sont les travaux qui seront les plus efficaces une fois qu'ils seront faits pour réduire les températures dans ces logements lorsqu'il y a des vagues de forte chaleur. Merci beaucoup Pierre-Marie Perrin. Je rappelle que vous êtes directeur des affaires publiques d'Elio. Elio, vous trouvez justement sur le site internet d'Elio toutes les solutions. D'ailleurs, Elio Solutions, c'est plutôt bien adapté pour résoudre les problématiques thermiques, que ce soit l'hiver ou l'été, bien évidemment. Il est temps d'attaquer maintenant notre chronique Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Voilà, Maison Saine, c'est important. On va parler justement de la qualité de l'air dans ces périodes compliquées. Et oui, aujourd'hui, je vais vous poser une question un peu surprenante. Savez-vous quelle est souvent la pièce où l'on respire le moins bon air de toute la maison? La cuisine? La salle de bain? Eh bien non, très souvent c'est la chambre à coucher, figurez-vous. Pourtant c'est aussi la pièce dans laquelle nous passons le plus de temps. Alors pour en parler, je reçois Manuel Wojcikowski, directeur de la formation des experts chez Murprotec. Bonjour Manuel. Bonjour Grégoire, oui c'est effectivement une idée qui surprend beaucoup de monde. On associe spontanément la chambre au repos, au calme, au bien-être et pourtant elle consomme souvent plusieurs facteurs qui peuvent dégrader la qualité de l'air. Alors première question Manuel, pourquoi est-ce que la chambre est particulièrement concernée ? Eh bien, tout simplement déjà parce que nous y passons en moyenne 7 à 9 heures par nuit et pendant ce temps, on respire, on produit du CO2, on rejette de la vapeur d'eau et la pièce reste souvent fermée. Si l'air n'est pas suffisamment renouvelé, sa qualité se dégrade progressivement pendant toute la nuit. Donc même dans une chambre qui paraît propre et saine, l'air peut devenir moins bon au fil des heures. Oui, absolument. Prenons un exemple simple, 2 personnes qui dorment dans une chambre fermée. Au petit matin, le taux de CO2 peut être par plusieurs fois supérieur à celui observé juste après une aération. Et donc, c'est souvent ce qui explique certaines sensations, c'est-à-dire la fatigue au réveil, l'impression d'avoir la tête lourde, des difficultés un petit peu à émerger ou une sensation d'air étouffant. Et l'humidité, elle joue également un rôle ? Oui, tout à fait, parce qu'en respirant toute la nuit, nous produisons aussi de l'humidité. Et si la chambre est mal ventilée,
cette humidité s'accumule. C'est parfois ce qui provoque de la condensation sur les vitres, une sensation de froid malgré le chauffage, ou alors à terme l'apparition de moisissures dans les angles ou derrière les meubles. Pourtant, Manuel, beaucoup de personnes ferment leur chambre toute la journée pour conserver la chaleur ou la fraîcheur. J'avoue que moi-même, ça m'est beaucoup arrivé. Tout à fait, Grégoire. C'est une habitude qui est très répandue. Mais une chambre fermée toute la journée après avoir été occupée toute la nuit, c'est un peu comme laisser une bouteille fermée après y avoir soufflé pendant plusieurs heures. L'air reste chargé, le logement a besoin de respirer lui aussi. Et puis il y a les acariens dont on parle souvent lorsqu'on évoque les chambres. Exactement, la chambre c'est même leur terrain de prédilection. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment la chaleur, l'humidité, les textiles, et on les retrouve donc dans les matelas, les oreillers, les couettes, les tapis. Et puis pour les personnes qui sont allergiques ou asthmatiques, ils peuvent devenir une véritable source d'inconfort. Manuel, ce sont quoi les signes qui doivent nous alerter ? Alors il y a quelques indicateurs qui sont assez simples. Ça peut être de se réveiller régulièrement avec le nez bouché, avoir mal à la tête au lever, observer de la buée chez les fenêtres, sentir par exemple une odeur de renfermé lorsqu'on rentre dans la chambre, voir apparaître de toutes petites taches noires dans les angles. Tous ces éléments méritent d'être pris au sérieux. Alors quels sont les bons réflexes pour améliorer la qualité de l'air dans une chambre ? Bien, vous en parliez tout à l'heure, ils sont finalement assez simples. C'est aérer chaque matin pendant plusieurs minutes, éviter de faire sécher du linge dans la chambre, maintenir une température autour de 18-19 degrés, vérifier également le bon fonctionnement de la ventilation et ne pas coller systématiquement les meubles contre les murs extérieurs. C'est des petits gestes, mais qui peuvent faire une grande différence. Alors donc finalement, ce que vous dites, c'est que bien dormir, c'est pas seulement une question de matelas. Ah oui, exactement. En fait, on investit souvent dans une bonne literie, ce qui est très important, bien sûr, mais on oublie parfois que nous respirons pendant 8 heures d'affilée dans cette pièce. Et la qualité de l'air fait donc partie intégrante de la qualité du sommeil. D'ailleurs, on considère souvent que la chambre comme la pièce de repos, mais pour qu'elle remplisse pleinement son rôle, il faut aussi qu'elle offre un air sain, parce qu'une bonne nuit commence souvent par une bonne respiration. Merci beaucoup Manuel Wojcikowski pour ces conseils très simples, et à vous qui nous écoutez demain matin, avant même de faire votre lit, pensez peut-être à ouvrir vos fenêtres et puis foncez en cas de doute sur maison-scène.fr. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Scène ici sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Scène. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci Grégoire et merci à Manuel, notre super expert. Une nouvelle pause et on va se retrouver juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, je vous propose qu'on fasse le tour de France des biens de coup de cœur de la rédaction et on passera à la grande question de la semaine. Vous l'avez compris, on va parler beaucoup de rénovation. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour les amis, si vous prenez l'émission en cours de route, nous sommes vers la fin de notre émission. On est ravis d'être avec vous. Votre émission Parlons IMO, c'est votre émission préférée du week-end. Justement, on va parler on va parler justement d'un sujet important et notamment vous faire visiter les biens de coup de cœur de la rédaction. Cette semaine, vous nous emmenez où ? Grégoire. Cette semaine, Sylvain, je vais chercher le frais. On va à la Seine-sur-Mer pour notre premier bien. Vous êtes tout contre Toulon. Je vous ai dégoté un appartement rénové de 85 mètres carrés situé au premier étage d'un immeuble de 3 niveaux. Une surface généreuse donc et 3 pièces, une grande terrasse sans vis-à-vis, à la vue dégagée, exposée sud-ouest pour vos moments de détente en plein air. Un appartement qui a récemment été rénové, toute l'électricité a été refaite, l'isolation, le double vitrage, la climatisation réversible, il est donc paré pour l'été et une belle note de D au diagnostic de performance énergétique. Un appartement très bien placé, non loin des commodités, écoles, commerces et transports en commun. Tout ceci est très sympathique et vous est proposé au tarif de 276 000 € sur le site de Basile. Avec un petit apport, 20%, 20%, c'est confortable. Ouais, c'est ça. Donc 55 200 €, un emprunt sur 25 ans que j'ai remonté à 3,4% et vous pouvez estimer des mensualités à 1094 €. Et on peut bien négocier encore en ce moment, alors profitez-en. Un autre bien rapidement, Grégoire. C'est une annonce immobilière atypique, comme tous les 15 jours, qui a attiré mon attention. On va à Moulins-sur-Tardoire en Charente où le château de Villehonneur est à vente. Situé à 35 minutes d'Angoulême, il avait été acheté dans les années 1990 par une famille britannique. Alors une propriété atypique, vous vous en doutez, qui comprend un vrai donjon médiéval de forme carrée, un château qui avait été entièrement rénové pour le transformer en maison de vacances. Il est même inscrit au titre des monuments historiques depuis janvier 1966. Il comprend un parc de 1,3 hectares. Je suis sûr qu'il y a un étang dans lequel vous pouvez pêcher, Sylvain. Un château qui cache un ancien pont-levis et une tour de garde. Dans la partie donjon, vous avez 4 étages, 3 chambres
immenses, toutes dotées de leur salle de bain privative. Et au rez-de-chaussée, un espace de vie, une cuisine équipée, une salle à manger, un salon, une cuisine d'été même couverte qui complète le tout. 250 mètres carrés de surface habitable en vente pour 450 000 €, avec quand même quelques travaux de rénovation pour compléter ceux qui ont déjà été faits. On les estime à 100 000 €. Alors si vous avez envie de reconquérir ce château à la perfide Albion, eh ben foncez sur le site de Legate Immobilier, car le château attire les acheteurs potentiels. Je crois qu'on dit Legate Immobilier. Legate, peut-être. Ouais. J'avais un doute. Ouais. Merci Grégoire. Et sans plus attendre, place maintenant à la grande question de la semaine. Et vous êtes resté avec nous, Pierre-Marie Perrin. Merci de vous être déplacé en cette période de vacances pendant le week-end. Pendant des décennies, on a construit nos bâtiments pour affronter l'hiver, c'est vrai. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui aiment l'histoire qu'au XVIIe siècle, il y a eu qu'on appelle une mini-période glaciaire du temps de Louis XIV, par exemple. Et effectivement, on peut estimer que l'urbanisme jusqu'au XXe siècle faisait plutôt face à l'hiver et aux périodes de grand froid. On se rappelle également l'hiver 54 avec l'appel de l'abbé Pierre. Mais aujourd'hui, face aux canicules, on se dit que cet immobilier, il faut peut-être le repenser, repenser la façon de rénover, repenser la manière de construire. C'est justement l'idée que l'on vous propose au débat. Pierre-Marie Perrin, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas finalement la façon dont on fabrique la ville, dont on revoit peut-être même les modes constructifs qu'il faut complètement revoir? Et j'ai envie de vous poser cette question. Dans Paris, on a un patrimoine haussmannien, souvent en ardoise, de couleur sombre, qui emmagasine la lumière, mais beaucoup de zinc aussi, et de toits d'ardoise qui sont conducteurs de la chaleur. Est-ce que c'est pas un sujet, ça, aujourd'hui, de réflexion? C'est un sujet de réflexion, mais là, si vous commencez à vous attaquer à Haussmann, ça risque d'être compliqué, notamment pour les bâtiments historiques. Mais c'est un vrai sujet. Mais le vrai sujet, il est plutôt sur les centres urbains et sur la concentration des bâtiments. Et puis, je pense qu'il y a... c'est pas une révolution à faire, c'est une adaptation. Et oui, aujourd'hui, les logements qui ont été construits il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est encore les logements dans lesquels on habitera en 2050. Donc la construction neuve, elle est importante, mais le sujet, il est de rénover le bâti ancien et le bâti qui est existant. Et pour cela, il y a des solutions, comme on en parlait tout à l'heure. Donc il faut adapter ces logements au changement climatique. Il faut repenser la manière d'aménager les villes. Quand on parle de végétalisation, de protection de la biodiversité dans les centres urbains, c'est pas une vaine question. On doit continuer à poursuivre et à le repenser en s'appuyant sur l'existant, en rénovant, en accordant du coup des aides aux particuliers pour accélérer. Donc on doit repenser la manière d'habiter la ville. Et pour cela, on met en place des solutions très concrètes qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors justement, il faut qu'il y ait une orientation politique. Bérénice de Villefloriot, je crois que le gouvernement s'est penché sur ces problèmes de chaleur. Et d'ailleurs, je crois même que le ministre du Logement avait quelques idées. Il semblerait quand même que la question de la climatisation, on le disait tout à l'heure, il n'y a plus de débat maintenant au niveau de la clim. Tout le monde est d'accord pour la clim, il faut arrêter de mettre les hôpitaux, les EHPAD, les écoles. Il faut arrêter de mettre de la politique partout et de toute façon, c'est vrai que là, on voit les écoles. Moi, je trouve ça dramatique. Enfin, moi, j'ai des enfants en bas âge. Toutes les écoles, tous les parents en France, c'est pareil. C'est dramatique. Et pour nos seniors, c'est pareil. Les personnes âgées qui sont à l'hôpital. Enfin, il y a une personne qui est décédée là il y a 10 jours dans un hôpital à cause de la chaleur. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. En fait, on a été pris de court par le réchauffement climatique. On n'avait pas prévu, faut quand même le dire. Et il y a une part aussi quand vous parlez de réaménagement du territoire, parce qu'on parle de Paris. Bon, il y a toutes les villes qui sont concernées en France, absolument toutes les villes. Vous l'avez dit. Tout ce qui est urbain, c'est vrai que la déperméabilisation des sols, elle est centrale. Pourquoi ? Parce que on le voit, la nuit, c'est quoi la canicule ? Les températures ne redescendent pas la nuit. Et bien, quand on habite en ville, c'est dramatique. On voit que le bitume chauffe, le béton chauffe, et la nuit, ça recrache encore plus de chaleur. Alors que quand on est à la campagne, au plein milieu des prés, bon, il fait toujours chaud la nuit, mais quand même moins, parce qu'on est entouré de verdure. Et c'est pour ça que c'est important. Et les maires auront un rôle à jouer au-delà du ministre du Logement, etc. C'est ces maires-là qui veulent végétaliser, qui veulent déperméabiliser, donc enlever la couche de béton, et c'est vrai qu'ils ont raison, et ceux qui le font depuis des années, ils ont raison de le faire, parce qu'on voit que ça peut, il y a des études qui ont été faites, il y a Cerema, j'ai plus les études en tête, mais qui nous montrent qu'on gagne, on perd des degrés, on gagne en fraîcheur en faisant ça.
Oui, puis on oriente encore les bâtiments plein sud. Il faut arrêter maintenant, il y a des orientations de bâtiments qu'il faut repenser. Quand on fait des grandes baies vitrées dans les centres urbains, alors c'est bien pour les bureaux lorsqu'ils sont climatisés. En revanche, dans des appartements, lorsqu'il n'y a pas de protection solaire, lorsqu'il n'y a pas de ventilation... C'est un four. Ça devient un four. On pense aux étudiants, et là on a parlé du bac, on a parlé des examens. C'est pas possible d'être comme ça. Et on peut pas fermer les yeux, on peut pas se dire ça dure 3 semaines. Moi j'ai l'impression qu'on a perdu le bon sens. Quand on regarde, il y a plusieurs milliers d'années, regardez la Rome antique, ils jouaient avec des courants d'air, on avait du bon sens. J'ai l'impression que là on est dans des cabinets, on pense, en fait on oublie le bon sens. Ou des murs en pierre qui conservaient la J'ai entendu Santorin, cette semaine, tout est blanc. des maisons troglodytes en Touraine où les gens s'arrachent ces biens-là justement parce que ça a été construit, ça a été bien pensé. Donc mais c'est ça qui est le bon sens dramatique. entre guillemets devrait revenir. Justement, j'ai une question à poser à Bérénice. En 2003, il y a eu une canicule qui a tué 15 000 personnes. Vous vous rappelez, on a même réquisitionné, je vous rappelle, on a réquisitionné les frigos de Rungis parce qu'on ne savait plus, les centres médico-légaux n'avaient plus la place, les morgues, pour stocker les corps. C'est terrible, sans compter les corps qui n'ont jamais été réclamés. On n'a pas pris de leçons, en fait, concrètement, si on y réfléchit bien. Voilà. Il y a eu une canicule qui a tué et on n'en a pas pris en compte, finalement. Je pense qu'on a été dépassé. Je pense qu'on a oublié que c'était... En fait, le réchauffement climatique, ça devrait être notre priorité à tous, au lieu de parler de sujets qui ne sont pas des priorités. Il y a des sujets, c'est notre priorité à tous et on devrait tous aller dans le même sens en fait. Le réchauffement climatique, ça nous concerne tous. Les enfants, les seniors. Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis 2003 ? Oui, il y en a eu quand même. Pierre-Marie, si, il y en a eu. Il y a eu des écoles qui ont été rénovées. Il y en a eu des avancées. Quand tu vois le dernier hôpital qui a été fait à Nantes sans climatisation, je ne sais pas si on peut parler d'avancée. C'est le problème du bon sens qui n'est plus là. Les gars, j'ai l'impression, ça sert à quoi ? Ils se réunissent pendant des heures dans des bureaux d'études. Ils sont même pas capables de réfléchir. Enfin, je sais pas. Mais prenez exemple sur la Grèce antique où ils sont. Anthony me dit dans le casque, on a la gare de Nantes. C'est une verrière. Mais on y est allé il n'y a pas longtemps avec Grégoire. On marche sur la tête. C'est clair. Donc le diagnostic est là, mais toutes les solutions et tout ce que l'on fait. On aurait pu croire que depuis plus de 20 ans, on aurait pris conscience, justement, notamment, on parle de la gare de Nantes qui est récente. Effectivement, il faut un raz-de-marée, j'allais dire, démocratique et politique pour que ça change, quoi. On espère que l'élection présidentielle sera un petit peu le juge de paix pour remettre ce sujet, mais on l'aura peut-être oublié dans 6 mois. En revanche, la grosse problématique, et on en parle souvent, c'est les moyens de l'État. Et les moyens de l'État, l'État n'a plus d'argent. Comment est-ce qu'on finance ? Je pense qu'on vit dans une époque où il ne faut plus vraiment compter sur l'État et qu'il va falloir compter sur nous tous, justement, et sur la solidarité. Voilà, on approche de la fin de l'émission. On était ravis de vous recevoir, Pierre-Marie Perrin, avec nos chroniqueurs, Bérénice de Villefloriot, Grégoire Darico, notre super Laurent Permas, qui est maintenant en vacances au bord de la piscine. C'est la dernière de la saison. Pour Parlons IMO, on va se reposer quelques semaines pendant l'été. On va vous souhaiter plein de bonnes choses, les amis. Et merci encore de votre fidélité à l'émission depuis quelques années maintenant. Normalement, on se retrouve début septembre, justement, même heure, même endroit, avec toujours autant d'enthousiasme pour répondre à vos questions sur votre logement, votre immobilier. N'hésitez pas d'ailleurs, pendant cette période de vacances, à nous écrire et à nous poser toutes vos questions. Prenez soin de vous et bonnes vacances à la rédaction. Sud Radio, Parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.